retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors je vais vous proposer un tuto aujourd'hui Art Journal toujours, mais avec les feutres à alcool aujourd'hui. Mais juste avant de vous montrer le tuto, je vais vous parler un petit peu matériel parce que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo tuto avec les feutres à alcool. Alors j'en ai beaucoup fait en fait à peu près au moment où j'ai ouvert ma chaîne. J'étais un peu dans cette exploration là. Donc vous en avez beaucoup en 2019-2020, mais beaucoup moins là, ces dernières années. Donc je vais vous refaire un petit topo sur le sujet et puis après on va faire le tuto ensemble. Alors moi quand j'ai commencé en fait à travailler avec les feutres à alcool, j'ai commencé avec deux gammes. La première gamme c'était les graphites qui sont des feutres à alcool entrée de gamme mais qui ont un très bon rapport qualité-prix, qui sont plutôt pas mal quand on veut commencer en fait, qui sont pas très chers. Et puis très vite pour la gamme de couleurs et puis pour leur réputation aussi, je me suis dirigée vers les Pro Markers qui sont en termes de qualité un poil au-dessus, mais bon les graphites sont déjà très bien hein, pour ce qu'on en fait, en tout cas en termes de quand on débute, voilà, il y a aucun souci avec les graphites. Mais voilà, Pro Markers qui sont assez réputés aussi dans le milieu de l'illustration, la BD et autres, et qui offrait aussi une gamme de couleurs un petit peu plus étendue. Donc que ce soit graphite ou Pro Marker, en fait, on a à peu près le même type de crayon. On a des pointes en fait ici qui sont fines d'un côté et plutôt dures, et puis des pointes hop, larges de l'autre côté type pointe marqueur. Donc ça c'est chez Graphite, et puis chez Pro Marker c'est la même chose. On a une pointe fine ici, hop, et une pointe plus marqueur ici. Donc c'est à peu près le même produit. Donc j'ai beaucoup travaillé en fait avec ces deux marques quand j'ai commencé les feutres à alcool, et puis je lorgnais déjà sur les Copic qui sont en fait la Rolls-Royce un petit peu des feutres à alcool qui sont très réputés. Enfin je pense que tout le monde s'accorde à dire que ce sont les meilleurs feutres à alcool sur le marché. Ils sont très chers. Donc quand on débute, ça peut être un petit peu compliqué. Mieux vaut commencer peut-être par les graphites au début. Voilà, mais bon, ils sont très chers, de très grande qualité. Donc je vais vous faire le petit tuto aujourd'hui avec les Copic. Je vais laisser les graphites et les marqueurs de côté. Et du coup, alors chez Copic, alors, j'allais dire c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Pas forcément, c'est qu'en fait vous avez plusieurs gammes de feutres à alcool chez Copic, mais il faut juste avoir en tête que c'est la même qualité de produit, c'est-à-dire que c'est juste le contenant qui va changer, les mines qui vont éventuellement changer et la forme du crayon. Mais c'est la même qualité en fait d'encre à alcool à l'intérieur et c'est le même niveau d'exigence en fait en termes de qualité. Il n'y a pas une gamme en dessous d'une autre, en fait c'est exactement le même médium. C'est juste voilà, il y a des petites différences mais la qualité est la même. Alors vous verrez peut-être pas grand chose ici sur la charte. Sur le site de Copic, vous pouvez télécharger gratuitement en fait le nuancier complet de la gamme Copic. Peu importe les gammes, en fait, vous avez l'intégralité des couleurs. Donc c'est assez facile. Après, moi, je viens cocher les différentes couleurs dont je dispose. Et pourquoi je vous le montre, c'est parce qu'en fait, vous avez ici les différentes sortes de Copic qui existent. Vous avez les Copic d'origine, alors Copic marqueur, mais ici voilà, on ne précise pas que c'est marqueur, c'est le Copic, la première version qui est sortie, qui est disponible en 214 couleurs qu'on va retrouver ici, hein, 214 couleurs. Et alors ces Copic là en fait, ils sont un petit peu différents des deux autres, enfin, des trois autres. C'est qu'en fait, vous allez retrouver les mêmes mines que chez Pro Marker, une mine dure comme, j'en ai pas moi, hein, mais une mine dure d'un côté et hop, une mine type marqueur de l'autre côté. J'en ai pas parce qu'en fait, j'ai déjà des marqueurs avec ce genre de pointe et je voyais pas l'intérêt d'en racheter exactement pareil. Moi, l'intérêt chez Copic, c'était d'avoir des pointes différentes, notamment les pointes plumes. J'appelle ça des pointes plumes, moi. C'est des pointes pinceaux qui sont proposées chez Ciao et chez les Sketch. Donc la première gamme, c'est le Copic classique, c'était des Copic comme ça, avec des pointes, donc toujours la pointe marqueur, mais la pointe plus dure, fine, en fait,
de l'autre côté du crayon. Et puis ensuite, vous avez deux autres gammes. La gamme Sketch, moi c'est la gamme dont je dispose. Là, je vous ai pris un crayon ici en exemple. Et puis la gamme Xiao. Alors, ce sont exactement les deux mêmes produits en termes de mine. Il m'en manque un. Hop. Ah, j'avais rangé. Tac. Donc, c'est exactement le même produit à l'intérieur. Il n'est pas de moins bonne qualité chez Xiao, c'est tout pareil. Qu'est-ce qui va changer? Je commence par les similitudes. Donc, même produit à l'intérieur, même type de pointe. Pointe plume ici, donc ce sont des pointes qui sont assez souples. En fait, je ne sais pas si vous verrez, mais hop. On peut faire en fait des traits larges, on peut faire des traits plus fins, des moyens. Donc voilà, donc c'est l'avantage de cette pointe plume. Donc une pointe plume ici, de ce côté. De l'autre côté, on retrouve la pointe marqueur. Donc c'est exactement comme sur les autres versions. Et sur les Copics Sketch, c'est la même chose. On a la pointe plume. Alors on reconnaît en fait le bon côté plume. Ici, en fait, on a un petit liseré gris qui est indiqué pareil sur les deux crayons pour trouver tout de suite en fait le côté qui nous intéresse. Et donc chez les Sketch, en fait, c'est la même chose. On a une pointe plume ici, donc c'est le même type de pointe, tout pareil. Et puis de l'autre côté, on a la pointe Sketch ici. La pointe marqueur, pardon. Donc voilà, donc c'est exactement le même produit. C'est quoi du coup la différence? C'est qu'en fait, chez Xiao, on n'a pas autant de couleurs. La gamme de couleurs est moins importante dans cette gamme Xiao que dans la gamme Sketch. Donc, on va retrouver par exemple la couleur R02, elle existe exactement pareil en Sketch. Par contre, par exemple, celle-ci, G21, je ne vais pas vérifier, mais peut-être que G21 n'existe pas en Xiao, par exemple. Mais c'est exactement la même gamme de couleurs. Si vous avez une couleur en Xiao, ce n'est pas la peine de la racheter spécialement en Sketch parce que ce sera le même produit. Hein. Donc, la gamme de couleurs est moins étendue et pourquoi ils sont moins chers? C'est parce qu'en fait, il y a moins de produits à l'intérieur. Le contenant est moins important, la réserve d'encre à l'intérieur est moins importante. C'est pour ça que c'est moins cher, mais sinon, c'est le même produit. Ensuite, en termes de conception, ils ne sont pas la même forme. Les Copics Sketch, en fait, sont ovales, alors que les Copics Xiao sont ronds. Et l'information des couleurs aussi, vous les avez sur le bouchon, sur les Sketch et les Copics classiques, et vous ne l'avez pas, en fait, sur les Xiao. Vous les avez, la référence, vous l'avez en fait ici sur le corps du crayon. Donc, suivant comment vous allez disposer vos crayons, souvent on aime bien les avoir en fait soit droit, soit à la verticale et d'avoir la couleur sur le bouchon, c'est quand même pratique. Je sais que certains remettent des petits stickers en fait, des petites pastilles rondes avec le numéro de la couleur pour s'y retrouver. Voilà, mais sinon c'est exactement le même produit, les mêmes types de mines, tout pareil. Seulement si vous êtes chez les Xiao, si vous voulez réduire un petit peu la facture, ça peut être sympa. Vous aurez un peu moins de couleurs dans cette gamme-là, mais vous pourrez compléter chez les Sketch du coup pour compléter la gamme. Là vous avez en fait l'intégralité des couleurs qui existent. Donc au plus vous avez dans la gamme, donc c'est la gamme Sketch qui offre le plus de couleurs, c'est 358 couleurs, c'est énorme. Hein, énorme. Alors forcément, on est tenté de les avoir toutes, mais c'est un sacré budget tout ça. Pas besoin d'en avoir autant pour faire des jolis dégradés d'ailleurs. Mais bon, c'est comme pour le reste, on est tenté d'en avoir plein. Qu'est-ce que je vous ai pas dit sur le sujet? Vous avez une quatrième gamme de crayons chez Copic, c'est les Copic Wide. Ce sont des crayons en fait qui sont plus larges hein, et qui n'ont qu'une pointe, une pointe marqueur beaucoup plus importante. Donc là, c'est quand on a besoin de faire des grands aplats. Ça peut être pratique pour certains, suivant ce qu'on fait. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pouvez, alors l'avantage des Copics, hein, c'est qu'en fait une fois que vous achetez votre crayon, vous pouvez le garder à vie puisque quand vous manquez d'encre à l'intérieur, vous avez des recharges d'encre pour pouvoir recharger vos crayons. Et pareil, si les mines sont usées, altérées, vous pouvez changer les mines, hein, ça s'achète séparément. Donc une fois que vous achetez votre crayon, en fait, vous gardez toujours votre contenant. Le contenant ne change pas et vous achetez les consommables pour réinjecter de l'encre, en fait, réapprovisionner en encre et changer les mines si elles sont râpées ou enfin voilà, abîmées. Donc voilà, donc c'est des crayons qui sont un peu écologiques entre guillemets.
Parce qu'en fait, on peut très facilement, on les garde toute une vie, quoi, hein, et on a juste à recharger après avec la bonne couleur. Donc voilà ce que je peux vous dire en termes d'informations sur les feutres à alcool et les Copics en particulier. J'ai pas fait 36 000 essais au Copic, autant les Pro Markers et les graphites, ça j'ai plusieurs essais derrière moi. Les Copic pas forcément, donc je suis aussi en train de les apprivoiser au fur et à mesure, d'autant que c'est pas un médium que j'utilise souvent. Mais après c'est exactement les mêmes techniques, hein, de toute façon ça change pas. Quand on veut travailler avec les feutres à alcool, il faut faire attention à l'encre qu'on utilise. Si vous ne voulez pas voir votre motif basé, si vous voulez travailler vos tampons avec les feutres à alcool, on utilise l'encre Memento, qui ne bougera pas en fait quand vous allez mettre en couleur après avec les feutres à alcool, qui ne bavera pas. Donc très important. Et puis ensuite le papier que vous allez utiliser, il vous faut un papier type Bristol, donc un papier avec une surface lisse. Donc Bristol ça fonctionne bien. Vous avez chez Canson en fait, alors je ne vais pas vous parler de celui-ci tout de suite. Chez Canson vous avez, moi c'est celui que j'utilise, une version dédiée en fait au feutre qui s'appelle The Wall. Il est particulier parce qu'en fait il est recto verso, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser aussi bien recto que verso. Le feutre ne traversera pas, ce qui n'est pas le cas avec les papiers classiques pour feutre. Type Bristol, enfin le Bristol n'est pas spécialement que pour les feutres, mais il est utilisé pour les feutres sans problème. Dès que vous allez utiliser vos feutres dessus, ça va se transpercer derrière. Enfin se transpercer, vous allez avoir la couleur qui va apparaître derrière. Ça traverse. Avec le papier The Wall, ça ne traverse jamais. Je les ai testés et retestés très longtemps quand voilà, j'ai fait plusieurs mises en couleur il y a quelques années de ça. Je l'ai testé en conditions extrêmes parce qu'en plus je débutais les feutres à alcool et je savais pas très bien m'en servir, donc je faisais des couches et des couches. Jamais j'ai eu de soucis. Et donc voilà, donc c'est l'avantage, c'est que ça traverse pas. Nous, pour notre pratique, en fait, si vous faites des mises en couleur de tampons que vous détourez après, on s'en fiche que ça traverse, hein, c'est pas un problème. Mais bon, et en fait, donc pendant très longtemps, on a eu cette version-là, et puis j'ai l'impression que depuis peu de temps, ils ont remplacé la version The Wall, couverture noire, le papier est blanc, hein. Mais ils ont remplacé par cette version-ci. Alors, c'est quoi la différence? Eh ben, c'est, je pense, juste le grammage qui change. Et alors du coup, moi, ça me convient un petit peu moins bien parce que j'ai fait mes mises en couleur avec. Alors, il est toujours aussi bien, hein, mais par contre, il est moins épais, il fait que 200 grammes, alors que le précédent faisait 220. Alors, c'est pas, la différence, c'est pas énorme, mais moi, j'aime bien les papiers qui se tiennent un peu et qui soient pas trop fins. Et du coup, la 200 grammes, pour moi, est un peu trop fine. Il faudrait que je teste. Chez Canson, toujours, ils ont une version de papier type manga, donc pour la colorisation aussi au feutre à alcool. Et en fait, c'est pas tant le fait que ce soit un papier type manga, parce que je sais pas, après, il y a peut-être des particularités, que ce soit un papier spécial pour les mangas, je pense pas, mais c'est le fait que dans certains papiers spéciaux pour les mangas, il y a un grammage à 250 grammes qui m'intéresse moi. Donc il faut que je teste, que je me trouve un bloc et que je teste ça pour voir si ça me convient mieux. Donc voilà pour le papier. Je vais vous reprendre en voix off juste après pour le tuto. J'ai fait un tuto assez accéléré. Je vais vous expliquer un petit peu comment je fais. Encore une fois, je ne suis pas experte. Autant l'aquarelle, j'ai de l'expérience derrière moi maintenant et voilà, je suis plus à l'aise à vous expliquer. J'ai vraiment un bagage pratique pour vous permettre de vous guider et de vous conseiller. Les feutres à alcool, c'est beaucoup moins le cas. Donc, j'ai des réflexes aussi d'illustration, parce qu'après, que ce soit feutre à alcool ou peu importe, le placement des ombres, le choix des couleurs et tout, ça change pas grand-chose. Donc, voilà, le cercle chromatique aussi doit être toujours très important. Mais je suis pas experte, donc je vais vous expliquer moi comment je fais. Et je vous ai choisi en fait des tampons. Je vais travailler avec les petites chouettes de Jaded Clown and Create. Je vous ai choisi un tampon aussi qui laisse beaucoup de place à la liberté dans le choix des couleurs. Donc voilà, on n'est pas sur un travail de couleur peau par exemple sur un personnage. Alors, je vous en ferai hein, des mises en couleur avec la couleur peau, pas forcément qu'avec les Copics, hein, je reprendrai avec plaisir mes Pro Markers aussi derrière.
mais voilà, là voilà, on se laisse aller, on se fait plaisir, on essaye d'explorer un petit peu et voilà. Et même si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Enfin, ça l'est jamais d'ailleurs. Mais quand on fait des personnages, en fait, si la couleur peau, on a des démarcations, ce sera moins joli en fait le travail d'ombrage. Ici sur des motifs comme ça, alors c'est mieux quand il y en a pas, mais voilà, on le remarque un petit peu moins. Voilà, je vous laisse avec la voix off et puis le tuto et puis j'espère que ça va vous plaire tout ça. Allez. Alors, donc j'ai tamponné mon motif avec l'encre Memento. Je vais commencer ici par les yeux et vous parler d'un petit outil très pratique avec les feutres, c'est le blinder. Alors quand est-ce qu'on l'utilise le blinder? C'est surtout quand on veut faire une zone de transition entre le blanc du papier et une couleur. Là, par exemple, je veux lui faire juste un petit reflet gris sur le côté droit de l'œil. Donc, en fait, je passe un trait de crayon gris, un gris plutôt clair. Et ensuite, je vais le flouter avec le blanc de mon papier. Donc, avec le blinder, je vais revenir par-dessus. Et je vais flouter comme ça ma couleur pour que ça me fasse un dégradé du gris jusqu'au blanc, au blanc du papier. Donc ça s'appelle un blinder, vous en avez un systématiquement dans chaque marque de Pro Marker, très pratique. C'est pas forcément fait pour faire des dégradés entre deux couleurs. Le dégradé, on va l'obtenir avec l'application d'une couleur sur une autre couleur. C'est pas, alors ça peut quelquefois rendre service, mais c'est vraiment moi, en tout cas, l'utilité que j'en ai, c'est vraiment quand je veux flouter mon dégradé vers le blanc. Ensuite, je vais pas vous donner le nom de mes couleurs ici, ça n'a pas forcément d'importance, surtout que pour que vous ayez exactement les mêmes couleurs que moi, ça dépend du set que vous avez acheté, si vous les avez à l'unité ou pas. Donc là, je vais juste vous expliquer un petit peu le principe, mais pas, voilà, le choix les numéros des couleurs, pas forcément ici. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour travailler avec les feutres à alcool? C'est l'ajout de couches en fait avec les feutres. Vous pouvez faire un dégradé avec un seul crayon, une seule couleur. Parce qu'en fait, plus vous allez ajouter de couches, c'est un peu comme avec l'aquarelle, plus vous mettez de couches, plus vous allez intensifier la couleur. Donc si vous revenez encore, vous allez avoir une couleur très claire au début si votre crayon est clair, et puis plus ça va aller, plus vous allez monter en fait en intensité de couleur. Donc ça peut déjà être fait comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre le feutre à alcool. L'alcool dans le feutre, c'est comme l'eau avec l'aquarelle, c'est-à-dire que tant que l'alcool ne s'est pas évaporé, vous pouvez travailler votre dégradé, mais à partir du moment où l'alcool a séché, que votre motif est complètement sec, le dégradé aura plus de mal à s'opérer. C'est comme avec l'aquarelle et l'eau. Si votre motif est sec, la fusion se fait plus, et bien avec les feutres à alcool, c'est la même chose, sauf qu'à la place de l'eau, c'est l'alcool. Donc il faut travailler vite pour que, si vous voulez faire un dégradé, pour que vous puissiez bien étirer et mélanger les couleurs tant qu'en fait, il y a assez d'alcool dans le papier. Donc ça, c'est les principes de base. Troisième chose, et ça, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, vous avez un effet un petit peu buvard avec vos papiers. Ça dépend du type de papier qu'on utilise. Certains ont plus cet effet-là que d'autres. Le papier The Wall que j'utilise ici, il est plutôt pas mal dans ce genre-là. J'en ai pas testé non plus 36. C'est pas, encore une fois, comme les papiers aquarelle. J'en ai testé tellement que je peux vous faire des retours dessus. Les papiers pour feutre à alcool, pas forcément. Donc celui que j'ai, il est plutôt bien, mais j'en ai pas. Il faut que j'en teste d'autres pour voir en fait si ce côté buvard est plus ou moins important, ou si je trouve d'autres papiers avec un effet buvard un petit peu moins important. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, quand vous allez venir remplir un motif, il faut que vous essayiez, et ça c'est avec la pratique encore une fois, vous allez vous en rendre compte, il faut que vous essayiez de pas trop approcher du trait en fait de votre tampon, parce que vous allez prendre le risque qu'une fois que vous allez arrêter votre trait, la couleur va continuer un petit peu à se diffuser en fait dans les fibres du papier, et ça peut passer en fait après le motif du tampon. Quand on veut régler ce problème-là, il faut passer son encre, en fait, il faut tamponner, mettons, avec de la Versafine, peu importe, là, pas la Memento, une encre à séchage lent, et ensuite vous venez l'embosser après, soit avec de la poudre noire ou avec de la poudre clear, peu importe, pour protéger les traits de votre tampon, et du coup, là, votre feutre à alcool, il sera bloqué par le motif, en fait, de la poudre clear qui se sera rigidifié. Ça va vous imperméabiliser un petit peu le papier, et votre feutre pourra pas, en fait, fuser au-delà. Par contre, ça apporte du coup une texture et
un effet de relief en fait qu'on cherche pas forcément à avoir, mais ça peut permettre au début de régler un petit peu le problème. Donc il faut avoir ça en tête. Il faut pas hésiter à tester un petit peu les papiers que vous avez et regarder en fait ce que ça donne. Alors quelquefois quand on approche très près du bord du tampon, en fait ça va pas forcément déborder. Puis il y a certaines fois où, parce que la pression de notre crayon sur le papier aurait été un petit peu plus forte, ça va venir déborder. Donc c'est pas forcément un problème du feutre, surtout les Copics, il y a aucun problème en termes de qualité de produit avec le Copic, donc c'est pas un problème du feutre, ça peut venir de votre papier, qui peut avoir ce côté un peu buvard comme ça, et c'est surtout votre technique d'application qui sera à remettre en cause si vraiment vous avez ce genre de choses. Alors voilà, donc ça c'est un peu les 3 choses qu'il faut avoir en tête quand on colorise au feutre à alcool. Je vais peut-être souvent vous dire Pro Marker parce que c'est ceux avec lesquels j'ai le plus travaillé, mais je suis avec les Copics ici, mais bon, vous ferez la traduction. Alors ensuite, pour réaliser les dégradés, vous pouvez choisir plusieurs couleurs dans les mêmes tonalités. C'est-à-dire que pour faire par exemple le ventre de ma chouette ici, j'ai travaillé avec des bleus verts. Et en fait, j'ai pris un bleu qui tire vers le vert très clair. Et ensuite, j'ai pris un vert qui était un peu plus bleuté, 2 ou 3 tons au-dessus. Et un vert un peu plus foncé, 2 ou 3 tons encore au-dessus de la couleur intermédiaire. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre 2 couleurs qui sont proches l'une de l'autre? C'est parce qu'en fait votre dégradé, on ne va pas le voir en fait. Vous allez avoir l'impression que les 2 couleurs vont se mélanger et vous n'aurez pas forcément un véritable dégradé. Donc il ne faut pas que les couleurs soient trop proches, mais il ne faut pas non plus qu'elles soient super éloignées, sinon vous aurez du mal à faire votre dégradé. Alors c'est pas impossible, mais il faut travailler très très vite et c'est quand même relativement compliqué une fois qu'on a commencé à appliquer des couleurs de venir les blinder en fait ensemble si elles sont très 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 éloignées en fait en termes d'intensité. Donc sur un même marron, un marron très foncé proche du noir et un marron très très clair, vous aurez jamais une zone de transition au milieu qui sera en fait bien diffuse. Donc déjà, voilà, le choix de ces couleurs. Et puis ensuite, le principe, alors, on commence par les couleurs claires, on commence par les couleurs foncées, on peut faire les deux. C'est comment vous êtes à l'aise. Moi, je vais travailler plutôt du plus clair vers le plus foncé parce que je suis plus à l'aise comme ça. Ça me permet d'ajuster et de ne pas prendre une couleur trop foncée. Quelquefois, je me rends compte que la couleur que j'ai choisie est beaucoup trop foncée par rapport à ce que je veux. Et du coup, une fois que le foncé est mis, on ne peut pas éclaircir vraiment. Donc moi, souvent, je commence par la couleur la plus claire et ensuite, je vais faire un premier aplat de couleurs, en fait, comme ça, avec la couleur la plus claire. Ensuite, je viens avec la couleur intermédiaire, manger un petit peu dans recouvrir les 2/3, par exemple, de mon motif. Et ensuite, je viens avec la dernière couleur la plus foncée dans le dernier tiers. Et ensuite, je reprends la couleur la plus claire et je viens recrayonner à la zone de transition entre la plus claire et la couleur moyenne. Et ensuite, avec ma couleur moyenne, entre la zone de transition entre la couleur moyenne et la couleur la plus foncée. Et ça marche, c'est systématiquement le process, c'est l'ajout de couches. C'est-à-dire qu'il faut les transitions se feront plus douces si vous venez comme ça retravailler. La limite de cet exercice-là, c'est que si vous revenez trop avec votre couleur la plus claire, si vous ajoutez 1 couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches, vous allez intensifier votre couleur en fait. C'est-à-dire que c'était clair au début, mais si vous revenez sur le même motif, au même endroit et remettre une autre couche, vous allez intensifier. C'est ce que je vous disais au tout début du tuto. Donc là encore, c'est un petit travail d'entraînement pour voir un petit peu comment ça marche, pour que les zones de transition se fassent plutôt doucement et éviter de trop foncer en fait à un motif alors que vous cherchez quelque chose de plus clair. Voilà, donc ça c'est la base. Ensuite, vous pouvez faire des superpositions, c'est-à-dire, par exemple, ce sont les couleurs des feutres, elles sont opaques, forcément, puisque là ça va recouvrir le blanc de mon papier, mais il y a quand même une légère transparence. Donc si vous appliquez une première couche de jaune et que vous mettez une couleur de bleu par-dessus, sans chercher à faire de transition, hein, juste un aplat de couleurs comme ça, vous allez avoir du vert à la fin. Vous allez avoir le jaune avec la couche de bleu et avec la transparence des 2 couleurs, vous allez avoir le vert qui va ressortir. Donc on peut jouer comme ça quand on n'a pas tout à fait la couleur de feutre qui nous manque, voilà, où on cherche un vert qu'on n'a pas. Eh ben, on peut réussir à faire une autre couleur complètement différente en utilisant le système du cercle chromatique avec le mélange des couleurs. Donc on ne les mélange pas
à part, on les mélange sur le papier. Il existe des petites palettes, donc c'est des palettes avec un papier particulier qui vous permet en fait de faire des mélanges. C'est Graphite qui propose ça, je crois. C'est comme une petite palette, une petite palette avec un papier spécial. Alors, je ne sais pas quelle est la matière de ce papier, qui vous permet en fait de crayonner le jaune, de crayonner le bleu, de crayonner les deux ensemble et de pouvoir après appliquer la couleur. Alors, je ne sais plus trop comment après on l'applique. Si on utilise le blinder pour ça, ou là j'ai un doute dans la façon après de s'en servir, parce que je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais eu besoin de le faire, mais je sais, je crois savoir que ça existe. Donc voilà pour les couleurs. Si vous voulez travailler les ombres, quand vous achetez vos premiers marqueurs, si vous n'achetez pas forcément un set, il vous faut. C'est sympa d'avoir des couleurs neutres pour travailler les ombres. Des gris chauds et des gris froids, des gris moyens, enfin un clair, un moyen et un plus foncé. Et pareil pour les teintes de gris chaud pour vous permettre de travailler les ombres en fait. Donc ça ne vous dispense pas d'une couleur foncée. C'est-à-dire si vous travaillez un dégradé de rouge, il vous faudra quand même une couleur un peu rouge bordeaux pour venir faire la transition avec le gris que vous aurez mis en dessous. Mais ça va accentuer en fait les ombres et ça va être plus percutant encore, un petit peu plus fort. Donc ça, dans les couleurs de base, en fait, c'est des couleurs qui sont plutôt sympas à avoir. Le blinder, il peut vous servir aussi à faire des corrections, c'est-à-dire que en fait le blinder c'est que de l'alcool à l'intérieur. C'est transparent, du coup c'est que de l'alcool et ça vous permet en fait de pouvoir corriger un petit peu certains effets comme une gomme. En fait, quand vous allez appliquer le blinder dans votre couleur, ça va faire comme l'eau avec l'aquarelle, ça va repousser en fait les petits pigments. Donc il faut faire l'utiliser comme un correcteur, il faut vraiment avoir une grande pratique de l'exercice pour que ça fasse vraiment l'effet que l'on veut. Parce que ça a tendance quelquefois à faire, au contraire, à apporter de l'alcool là où on n'en voulait pas et que la couleur en fait fuse un petit peu trop. Moi, je l'utilise pas du tout comme ça. En tout cas, je l'utilise vraiment pour faire mes zones de transition entre une couleur claire et le blanc de mon papier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le sujet ? Là, par exemple, pour ces petits oiseaux de nuit, j'ai travaillé, alors autant tout ce qui est couleur bleutée, bon, on est dans les dégradés. Le cœur rouge, je voulais tester avec des roses très doux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, par rapport à mon combo couleur choisi sur les deux autres oiseaux, ça convenait pas. On voyait pas pourquoi du rose comme ça à cet endroit-là, ce rose-là en tout cas. Donc c'est pas grave, j'avais une première couche avec une couleur plutôt douce. Et donc je suis revenue travailler avec des roses et des fuchsias un petit peu plus flashouilles pour retravailler un petit peu mon motif. Là, je m'attaque au fond. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Oui, et pour travailler, en fait, les plumes, plutôt ce violet-là, en fait, on a un côté un petit peu ultraviolet parce que j'ai choisi à la fois du rose fuchsia et un rose un peu pétant et un violet, en fait, un violet plutôt doux. Enfin, plutôt doux. Il n'est pas non plus très, très clair, mais un violet plutôt doux. Et en fait, ça m'a donné, justement, le mélange de couches m'a donné une couleur un petit peu particulière qui fait penser vraiment à une sorte de couleur fluo un peu ou quelque chose qui se reflèterait un petit peu dans la nuit. Donc là, pareil, encore une fois, je vais vous prendre l'aquarelle encore en référence, mais il ne faut pas hésiter à tester comme ça des associations de couleurs. Quand vous faites ça, moi, le rose et le violet sont pas forcément toujours très éloignés dans le cercle chromatique. Hein, on reste dans des couleurs, en fait, avec un peu de rouge à l'intérieur. Donc du coup, c'est la zone de transition entre mon mauve, enfin mon violet et mon rose je vais devoir la travailler un petit peu plus fortement. Donc, je vais faire des couches et des couches et des couches pour bien en fait blinder en fait les couleurs ensemble. Mais voilà, on n'est pas très éloigné. Par contre, on a cet effet. Alors là, ça surexpose pas mal, mais en fait, il y a un côté un peu ombre qui s'opère quand on regarde ça à l'œil nu. Donc ça, c'est plutôt sympa à faire. Et puis le travail d'ombrage, eh bien, c'est comme en aquarelle. Moi, voilà, c'est toujours à peu près pareil.
Donc quand les détails en fait sont un peu plus fins dans des zones un petit peu plus fines, là où il y a le moins de lumière qui passe, en fait ce sera un petit peu plus foncé. Sur le bord extérieur des plumes aussi, ce sera un petit peu plus clair. Pareil pour les pattes et la pointe du bec. Donc j'ai fait 3 jaunes différents, mais 2 auraient pu suffire, plus un gris. Et voilà, donc la pointe des papates plutôt avec un jaune clair et lumineux. Et puis je reviens travailler comme ça, plus proche encore du début des pattes, là, avec un jaune un petit peu moins foncé. Voilà, et j'ai repris mes motifs avec un crayon noir, mais là, avec les feutres à alcool, on n'a pas forcément besoin de le faire forcément, puisqu'on n'a pas le côté crayeux de certaines couleurs d'aquarelle. Mais quelquefois, ça peut être sympa de pouvoir reprendre un petit peu les détails. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les feutres à alcool? Alors bon, je vous en ferai d'autres, des vidéos où je m'attarderai un peu plus. Là, c'est juste pour relancer un petit peu la machine, si vous voulez aussi vous découvrir un petit peu leur utilisation. Dans les gammes de couleurs, que ce soit chez Copic en tout cas, mais ça me fonctionne à peu près pareil dans les autres marques, chez ProMarker aussi. Vous avez les numéros en fait de vos couleurs, elles ont une signification particulière. D'ailleurs, elles sont toujours composées de lettres et de numéros. Les lettres, c'est pour la gamme de couleurs. Ce sont des lettres qui sont issues des noms des couleurs en anglais. Y, ce sera pour yellow. YR, ce sera pour yellow, red, c'est-à-dire plus des couleurs orangées. Le E, c'est pour earth, les couleurs terre, si je ne me trompe pas. B, blue. Qu'est-ce que j'aurais oublié? V pour violette. P pour pink. Il y a encore, je suis même pas sûre qu'il y ait un P, parce que le pink, ça doit être une nuance de rouge, donc ça doit être un red quelque chose. Après, les gris, c'est C, il y a C et W. C pour les gris froids, cold, et puis W pour le warm grey, le gris chaud. Le 100, c'est les noirs. Le 0, c'est le blinder. Et puis ensuite, donc ça c'est pour les lettres. Et puis après, pour les numéros, le premier numéro c'est pour la saturation en couleur. Et le deuxième numéro c'est pour la luminosité. Donc ça va toujours de 0 à 9. Voilà. Après, bon, ça c'est comme pour les aquarelles, hein, c'est la composition pigmentaire et tout. Ça, quelquefois c'est quelque chose sur lesquels on va s'attarder beaucoup plus tard. Puis d'autres fois, ça va nous intéresser dès le début. Hein, ça dépend, ça aussi. Mais voilà, pour vous donner une petite indication. Bon, mon fond a été fait avec les encres en spray Lindy's. Bon, ça, vous avez l'habitude de tout ça. J'ai travaillé sur une base humide. J'ai travaillé avec 2 bleus. C'est la Sassy Saphir et la Turbine Teal, peut-être, hein, je crois. Et puis ensuite, pour les extérieurs, c'est le vert assez profond et doré du set Autumn Leaves. J'ai plus son nom. D'Autumn Leaves. Vous voyez sur le côté gauche le verso de ma page avec le colibri. Je vous avais dit hein, que ça avait traversé le papier au niveau du tamponnage à l'encre Versafine. Là je me mets un essuie-tout pour pas me polluer visuellement, pour avoir ma page en fait telle qu'elle va être quand je vais recouvrir la page souillée avec un papier brouillon d'aquarelle plus fin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des coups de tamponnage avec un tampon d'Ollen Create pour apporter un petit peu de texture et travailler un petit peu plus le fond. Oui, j'ai travaillé, j'allais oublier, mais j'ai travaillé l'effet de feuillage avec un pochoir de Simply Graphic et mes Distress Ink. Pas les versions oxyde, je le précise, mais les versions Ink, parce que je vous le redis, mais j'aime de moins en moins le côté crayeux de l'oxyde. Et je préfère largement la couleur des inks qui ne bougera pas dans le temps. Enfin, ça bouge toujours un petit peu hein, parce que c'est des colorants. Donc, si vous laissez votre page en plein soleil, ça va passer. Hein. Les couleurs, elles vont s'altérer au fil des années. Mais l'oxyde, c'est sa particularité, quoi. Hein. Ça va blanchir assez vite. Donc, alors je l'utilise toujours parce que j'ai toutes les couleurs d'oxyde et du coup, il y a des couleurs que j'ai pas encore en ink. Mais vous pouvez les mélanger aussi, c'est ce que j'ai fait ici. Pour avoir en fait mes feuillages, j'ai mélangé un vert plutôt jaune. Je sais plus son nom, Maun quelque chose, je sais plus son nom. Et en fait, il était un peu trop vert flashouille pour certaines zones de ma page. Donc, je l'ai cumulé avec un bleu. Je crois que c'est l'Enchanted Mariner que j'ai dû utiliser. Et puis, j'ai la version aussi noire, la Black Suit, aussi chez Ink toujours, que j'ai utilisée par certains endroits pour travailler un petit peu les ombres.
Alors je les ai posés sur des branches. Alors c'est un tampon de Stamping Bella, c'est le tampon avec le set, enfin c'est le set avec les oiseaux. Je l'ai jamais très loin de moi ce tampon parce qu'en fait quand j'ai des oiseaux je les pose sur des branches presque systématiquement. Alors il y a les branches aussi de Shoe and Flower de la collection cyclique entre autres, et vous avez aussi les branches de chez l'encre et l'image. Les tampons de Manuela, vous avez aussi un set de tampons avec des branches, donc suivant ce que je veux faire, mais là j'aime beaucoup les petites feuilles dodu de celle-ci. J'ai travaillé donc les feuilles avec mes inks, et puis pour travailler le bois des branches d'arbres, c'est un mélange entre mon vert et mon noir pour me donner, alors avec une plus grande proportion de noir, pour me donner en fait cette couleur-là un petit peu verdâtre. Là, vous voyez le côté scintillant des encres en spray, c'est la Sassy Saphir qui brille à ce point. Et puis j'ai des reflets dorés apportés par le spray vert. J'ai fait des pois au Posca. Alors, comme je travaille sur une base de spray Lindy's, j'ai préparé mon papier en faisant mes pois d'abord avec un crayon Posca de couleur blanc pour imperméabiliser mon papier, parce que le crayon Posca est un crayon de cire ou d'huile ou un mélange des deux, j'ai toujours le doute. Et ensuite, je reviens avec le Posca pour travailler les petits pois de différentes tailles. J'avais fait des gouttes de Posca noir aussi quand j'avais fait mes tamponnages noirs pour faire le lien entre les inscriptions et le fond de page. Et puis, je crois que c'est tout. J'adore celle-ci, c'est ma préférée, celle qui est assise, là, qui fait le grand écart. Donc voilà, bon écoutez, j'espère que cette page vous aura plu. Si vous voulez des explications ou des mises en couleur au Copic, je vous conseille d'aller voir les vidéos de Stamp and Color. Stamp and Color, c'est une formatrice agréée, Copic, agréée par Copic, qui fait des choses magnifiques. Vous verrez toute l'étendue des possibilités de ces feutres-là. Elle vous explique au début de sa vidéo ce qu'elle va faire, et après, ce sont des mises en couleur accélérées avec un fond de musique, mais vous voyez un peu les techniques d'application. Et vous avez aussi Manuela Jamet, qui est une formatrice agréée Copic également, qui, lors de ses ateliers, peut vous proposer aussi, peut-être encore aujourd'hui, même s'il y a plus d'aquarelle maintenant, des formations au feutre à alcool. Alors, quand on apprend avec les Copic, ça me fonctionne après avec toutes les autres marques, de toute façon. Voilà, je vous laisse avec les dernières photos, puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.